John Bogle est dans une situation délicate. 4 ans plus tôt, il avait été nommé président du Wellington Fund, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs du pays, remplaçant son mentor de longue date, Walter Morgan, après 19 ans passés dans l'entreprise. Sa nomination au poste de président était en partie due à sa réputation de jeune talent prometteur, dynamique et plein d'énergie dans le domaine de la finance. Mais en ce jour précis, Bogle entre dans le bureau en tant que président pour la dernière fois, alors qu'il n'a que 45 ans. Après avoir approuvé une fusion désastreuse qui a entraîné des pertes de plus de 80% pour l'entreprise, le conseil d'administration décide de le licencier. Bogle est dévasté. Si cela avait été quelqu'un d'autre, une chute aussi rapide en disgrâce l'aurait laissé, au mieux, comme un simple exécutant travaillant pour des miettes le reste de sa vie. Mais pas pour John Bogle, pas pour la star américaine de la gestion d'actifs. Rencontrons l'un des grands noms de l'investissement, Jack Bogle, fondateur visionnaire des fonds Vanguard et créateur des fonds indiciels. Jack a dédié sa carrière à réformer Wall Street, les entreprises américaines et l'industrie des fonds pour mieux traiter les investisseurs individuels. J'estime qu'au minimum, Jack a permis d'économiser, de laisser dans les poches des investisseurs. Il a mis des dizaines et des dizaines de milliards dans leurs poches, et ces chiffres atteindront des centaines et des centaines de milliards avec le temps. Et Warren a raison. John deviendrait tellement important que son succès éclipserait le groupe Wellington, son ancien mentor Walter Morgan et même Wall Street elle-même. Jack Bogle a probablement fait plus pour l'investisseur américain que n'importe quel autre homme dans le pays. Lorsqu'on parle d'investisseurs et d'autres légendes. Dans la communauté financière, nous sommes souvent confrontés à des rois du capital, des capitaines d'industrie, des loups de Wall Street et d'autres titres du genre, qui indiquent des tactiques impitoyables utilisées pour atteindre le succès. Mais John Bogle se distingue de la foule comme le messie de l'investissement, prêchant la bonne parole des fonds indiciels. C'est un véritable Jésus de la finance. Bogle défend les investisseurs, leur assurant une juste part des risques pris. Nous avons changé une bonne forme de capitalisme que nous appelons le capitalisme des propriétaires dans le livre, où les récompenses du capitalisme vont à ceux qui prennent les risques et apportent le capital. Vers un nouveau système, une mutation pathologique que je nomme dans le livre, vers le capitalisme des gestionnaires, où une trop grande part des récompenses revient aux dirigeants, à Wall Street et aux gestionnaires de fonds communs. Cela signifie donc que les investisseurs qui fournissent tout l'argent, vous savez, en gros, Monsieur et Madame Amérique, ne reçoivent pas leur juste part des rendements générés par le capitalisme. John Bogle a, à lui seul, été le pionnier du concept des fonds indiciels, pensez au S&P 500, au Nasdaq 100 et à BlackRock. Mais plus important encore, il crée son propre groupe, apparemment dans l'ombre, qui les surpasse tous, en gérant des milliers de milliards de dollars d'actifs chaque jour. Mais comment Bogle est-il passé de zéro à héros ? Tout dépend de ce qu'il fait maintenant, alors qu'il est licencié et qu'il peine à survivre dans la rue. Alors qu'il semble que Bogle soit au plus bas après avoir été licencié, c'est en réalité une bénédiction déguisée. Comme vous le verrez, la situation de Bogle en 1974 n'est pas très différente de celle dans laquelle il a grandi, car ses conditions étaient loin d'être idéales. Nous sommes dans les années 20, la Première Guerre mondiale est terminée. Le commerce avec les pays contre lesquels les Américains étaient auparavant en guerre est de nouveau possible. C'est une époque flamboyante et les gens ont beaucoup d'argent. Des millions d'Américains ordinaires participent activement à la bourse pour accroître leur richesse. Le crédit est bon marché et facile à obtenir. Beaucoup contractent des prêts pour participer à cette industrie en plein essor. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Cependant, à la fin de la décennie, en 1928, les investisseurs commencent à réaliser que cette forte croissance est une illusion et ils se mettent à parier contre le marché boursier. En 1929, des années de prospérité florissante se sont terminées en catastrophe. Ce fut le plus grand krach boursier jamais enregistré. Que se passe-t-il à Wall Street ? New York, octobre 1929. Tout était calme et paisible dans cette grande ville.
Puis soudain, tout s'est effondré à Wall Street. Les prix des actions, déclara un homme, ont atteint ce qui semble être un plateau durablement élevé. Et puis tout s'est effondré. Au début, seuls les plus grands investisseurs se rendent compte de cette erreur cruciale. Mais bientôt, les spéculateurs de Wall Street des années 20 s'en rendent compte et se retirent massivement du marché boursier. Ce revirement rapide atteint son paroxysme lors du Jeudi noir, le 24 octobre 1929, lorsque la bulle éclate. La bourse s'effondre après que plus de 12 900 000 actions soient vendues à la bourse de New York. En une seule journée de panique, En moins de 2 heures, près de 10 milliards de dollars investis en actions ont tout simplement été anéantis. du jour au lendemain, les industries s'effondrent de tous côtés, le chômage grimpe à 23%, laissant plus de 12 800 000 Américains sans source de revenus. Les personnes qui avaient contracté des prêts se retrouvent maintenant sans rien. À une époque où un tiers des Américains travaillent dans l'agriculture, les prix des récoltes chutent de plus de 60%. C'est une apocalypse économique. Au cours de la Grande Dépression de 1929 à 1932, le PIB mondial a chuté d'environ 15%. Pour référence, la récession de 2008 n'a entraîné qu'une baisse d'environ 1%. Comment quelqu'un pourrait-il se relever d'une telle situation ? John était né le 8 mai 1929 à Montclair dans le New Jersey, seulement quelques mois avant ce désastreux mois d'octobre. Issu d'une famille modeste du New Jersey, sa famille est durement touchée par la dépression. Ils vendent leur maison et le père de John sombre dans l'alcoolisme, finissant par divorcer de sa mère. Avec un foyer aussi brisé, on pourrait s'attendre à ce que le meilleur que John puisse accomplir dans la vie soit une sorte de version des années 30 d'un simple exécutant de bureau. Cependant, John et ses deux frères ne vont pas laisser une petite chose comme la pire crise économique du siècle se mettre en travers de leur chemin. John et son frère jumeau David, sachant qu'une solide éducation est leur ticket en or pour sortir de ce trou à rats, se mettent alors à devenir les meilleurs élèves de leur école. Cela leur permet de rejoindre la prestigieuse Blair Academy grâce à des bourses de travail. Et Bogle continue d'ajouter de plus en plus de titres et de distinctions à sa carrière académique. En 1947, Bogle est admis à l'université de Princeton après avoir obtenu son diplôme cum laude de Blair. En 1951, Bogle obtient son diplôme magna cum laude de l'université de Princeton avec une spécialisation en investissement et en économie. En 1952, Bogle se voit offrir un poste au Wellington Fund. Contrairement aux héritiers fortunés qui composaient la majorité de ses camarades à Princeton, le futur gigachat, qu'est Bogle, comprend le travail acharné nécessaire pour atteindre ses objectifs. Cela s'avérera un élément crucial sur sa voie vers le succès. C'est pendant son séjour à Princeton que Bogle s'intéresse aux fonds indiciels, qui, jusqu'à présent, constituaient un domaine très spécialisé de l'exploration économique. La détermination et le talent de Bogle sont visibles dans sa thèse finale de 130 pages qu'il publie sur les sociétés d'investissement dans l'économie. Aucune thèse n'avait été réalisée sur ce sujet auparavant, un domaine jusque-là inconnu. Étant l'un des premiers à écrire sur les fonds indiciels, cela a grandement contribué à propulser sa carrière. Son ambition s'accompagne de son intérêt pour le domaine émergent des fonds indiciels. Le secteur était décrit comme minuscule mais controversé. Ses actifs totaux s'élevaient à environ 2 à 2 milliards et demi. Et j'ai pensé, mon Dieu, je suis minuscule, controversé, et personne n'a jamais écrit cela avant. Le talent montant de Bogle à Princeton est remarqué par Walter Morgan, le chef du groupe Wellington. Morgan est également diplômé de Princeton et possède un parcours académique tout aussi impressionnant que celui de Bogle. Après avoir obtenu son diplôme de Princeton en 1920, Morgan est devenu le plus jeune expert comptable agréé de Pennsylvanie. Il réunit 100 000 $ de financement tout au long des années 1920 pour fonder l'Industrial and Power Securities Company en 1928. En 1933, Morgan a rebaptisé son entreprise en Wellington Group à Boston, créant ainsi le premier fonds commun de placement équilibré aux États-Unis. Le Wellington Group est un groupe de conseils financiers qui aide à gérer les actifs de ses clients et offre des conseils en investissement pour faire croître les avoirs de ses clients. En 1955, Wellington est l'un des plus grands acteurs de l'industrie américaine du conseil en investissement, un véritable alpha parmi les singes de Wall Street.
Décelant le potentiel de la nouvelle génération de diplômés de Princeton, Morgan choisit personnellement John Bogle après avoir lu sa thèse. Donc vous voyez, ça a du sens d'écrire une bonne thèse. Tout à coup, Bogle devient l'apprenti de l'une des personnes les plus prospères de la finance américaine. En 1955, il est prêt à jouer un rôle plus actif dans l'entreprise et devient directeur adjoint, pouvant désormais offrir des conseils en investissement au nom de l'entreprise. Mais il ne s'arrête pas là. L'influence et le charisme de Bogle au sein de l'entreprise entraînent des changements majeurs qui auront des conséquences considérables pour sa carrière et pour le monde de l'investissement. Après avoir lu les ouvrages récemment publiés de l'économiste primé et lauréat du prix Nobel Paul Samuelson, Bogle commence à voir une opportunité dans la création d'un soi-disant fonds passif, un fonds lié à la performance du S&P 500. Il propose son idée à l'équipe du Wellington Fund et ils prennent la meilleure décision de leur vie, ils acceptent. Le Wellington Fund va abandonner son ancienne stratégie consistant à se concentrer sur un seul fonds et créer un tout nouveau fonds passif lié à la performance du S&P 500. Grâce au succès de ce conseil, Bogle gravit une nouvelle fois les échelons du groupe Wellington et quelque chose d'autre l'aide à monter encore plus haut. Il ouvre avec succès la voie liée à la fusion de l'entreprise avec la société de gestion d'investissement basée à Boston, Thorndike, Doran, Payne et Lewis. Cet accord consolide la position de Bogle en tant que futur dirigeant de l'entreprise. Et en 1967, environ 15 ans après le début de sa carrière, il est nommé président du groupe Wellington. Comment pouvez-vous faire mieux que ça? Exactement. Seul le président du conseil siège au-dessus du président dans la hiérarchie de domination. Et enfin, en 1970, comme point culminant de sa carrière fulgurante, John Bogle devient officiellement le grand patron de l'entreprise en remplaçant son ancien mentor, Walter Morgan, pour devenir président du groupe Wellington. À ce moment précis, à l'apogée de son pouvoir et de son prestige dans une entreprise où il a travaillé pendant près de 2 décennies, c'est ici, mes frères, que l'on s'attendrait à commencer à appeler John Bogle une véritable légende, un chef de meute de première classe. Cependant, à partir de là, tout commence à se détériorer. La promotion de Bogle s'accompagne de la lourde tâche d'essayer de sauver le fonds Wellington d'un effondrement imminent. Et comme l'a dit mon grand mentor, Walter Morgan, j'étais trop conservateur à cette époque et il m'a donc demandé de reprendre la direction de l'entreprise. Comme il l'a dit, fais tout ce qu'il faut pour régler le problème. Sans la main ferme de Morgan pour le guider, Bogle commence à prendre des décisions et des investissements plus risqués. En même temps, la fusion que Bogle avait imposée s'avère désastreuse pour le fonds. Ces facteurs combinés mènent à un désastre pour la carrière de Bogle. En 1974, cela arrive. Bogle est évincé de l'entreprise par le conseil d'administration et toute sa vie, Bogle considère ce moment comme sa plus grande erreur. Ma plus grande erreur a été lorsque j'étais à la tête de la Wellington Management Company en 1965 et que, en tant qu'actionnaire, j'allais hériter de ses actions et contrôler l'entreprise. Il m'a dit « Mec, cette entreprise est en difficulté et nous sommes trop conservateurs. Puis, fais ce qu'il faut pour arranger ça. » J'ai donc fait une fusion. J'ai tout misé sur un groupe de jeunes gestionnaires dynamiques spécialisés dans la gestion de retraite et un fonds commun en vogue censé améliorer les Wellington Funds, alors en perte à cause d'une gestion conservatrice, mais tout cela s'est complètement effondré. Leur gestion de retraite a presque disparu et le Wellington Fund a été ruiné, ses actifs chutant fortement. Ses performances étaient les pires parmi les fonds équilibrés. Cela n'aurait jamais dû arriver parce que nos coûts sont si bas, nous devrions gagner rien que sur le coût. Et le fonds est devenu beaucoup trop agressif. Les actifs ont chuté de 2 milliards à 400 millions, soit une perte de 80%. Là où d'autres chercheraient à se venger, Bogle y voit une occasion d'apprendre. Il laisse ses actions parler d'elles-mêmes et est prêt à se repentir de ses péchés à courte vue. Ayant vu le jour très jeune dans la pauvreté, il est prêt à prendre des décisions plus risquées, mais potentiellement gratifiantes. Eh bien, la leçon que j'ai apprise, c'est qu'il n'existe pas de gestionnaire d'investissement définitivement bon. En 1974, Bogle lance le fonds Vanguard. Bogle choisit de nommer le fonds d'après le légendaire navire amiral de l'amiral Horatio Nelson.
le célèbre amiral britannique, connu pour avoir combattu les Français lors de la bataille du Nil, anéantissant complètement la marine française en Égypte. Son navire, le HMS Vanguard, servait de rappel constant de la croissance et du succès de la marine britannique, même au milieu d'une bataille chaotique. Bogle aime cette métaphore car elle illustre la façon dont les fonds indiciels sont une source stable de croissance du capital au milieu des fluctuations chaotiques et apparemment aléatoires du monde de l'investissement. L'admiration de Bogle pour Nelson va au-delà de cette simple signification métaphorique, puisqu'il garde même une maquette du HMS Vanguard dans son bureau au siège. C'est moi, sous les traits de l'amiral Nelson. Mais revenons à la création du fonds Vanguard. Bogle rêve de créer un fonds dédié à la mise en place de fonds indiciels communs accessibles au public. En tant que Jésus de la finance, il fait de sa mission de sauver les gens des rendements médiocres. Mais qu'est-ce qu'un fonds indiciel au juste ? Quel est ce secteur que Bogle transforme en quelques années en l'une des solutions financières à long terme les plus rentables ? Eh bien, mes frères, un fonds indiciel est un concept incroyablement simple. C'est essentiellement un fonds commun de placement qui peut être négocié en bourse et dont le portefeuille est conçu pour suivre ou reproduire un indice boursier, comme le célèbre S&P 500. Vous pouvez reproduire l'indice de manière très simple. Par exemple, si, je ne sais pas, Microsoft représente 2% de l'indice, il suffit de mettre 2% du portefeuille dans Microsoft. Les gestionnaires de fonds indiciels construisent des portefeuilles dont les avoirs reflètent les titres et les actifs d'un indice particulier, afin de reproduire la performance globale de cet indice ou de ce marché. À l'époque où Bogle a commencé, le marché américain en pleine croissance était parfait pour lancer ce type de fonds indiciels. Le succès des fonds indiciels sur le long terme ne dépendait pas des tendances à court terme pour stimuler la spéculation. Les fonds indiciels sont utiles aux investisseurs car ils couvrent une large part du marché et constituent donc une bonne forme de diversification des actifs. Ils offrent un seuil d'entrée bas pour l'achat de lots de fonds plus importants et sont associés à de faibles coûts d'exploitation et de gestion, généralement seulement une fraction de pourcentage de votre investissement. Il existe des fonds indiciels pour pratiquement chaque secteur d'activité dans le monde, avec des gestionnaires d'indices qui cherchent activement à augmenter la valeur des actifs investis dans ces fonds. Warren Buffett, comme on le sait, est un grand adepte de cette forme d'investissement passif. La meilleure chose que vous auriez pu faire le 11 mars 1942, lorsque j'ai acheté ma première action, aurait été simplement d'acheter un fonds indiciel. Et ne jamais regarder un titre, ne plus jamais penser aux actions. Comme vous le feriez si vous achetiez une ferme, vous achetez simplement la ferme et laissez le fermier locataire la gérer pour vous. J'ai fait remarquer que si vous placiez 10 000 $ dans un fonds indiciel qui réinvestissait les dividendes. Et j'ai fait une pause un instant pour laisser le public essayer de deviner à combien cela s'élevait, et cela représenterait aujourd'hui 51 millions de dollars. Cela semble assez évident aujourd'hui, mais à l'époque, John Bogle faisait partie des premiers dans le domaine à prendre les fonds indiciels au sérieux et à éclairer le public. Donc vous voyez, Bogle n'essayait pas de réinventer la roue. Comme l'a dit un jour Bruce Lee, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Bogle a simplement mis cette philosophie en pratique pour les investissements. Au lieu d'essayer de gagner gros sur une courte période en prenant d'énormes risques, comme le ferait un trader à haute fréquence, l'approche de Bogle consiste plutôt à investir dans une croissance régulière et à long terme, couvrant l'ensemble du marché. L'investissement est quelque chose de plutôt simple. Investir, c'est posséder des entreprises ou, pour moi qui suis un fervent adepte des fonds indiciels, posséder toutes les entreprises américaines, détenir chaque société aux États-Unis et laisser le capitalisme faire son travail. Ces entreprises vont probablement croître d'environ 7% par an. Elles vous verseront un rendement de dividendes d'environ 2,5%, un peu inférieur à la moyenne historique, mais tout de même 2,5%. Et cela devrait, avec le temps, vous protéger de tout ce qui peut arriver à cause des fluctuations extrêmes. Pour lancer un fonds indiciel, vous devez reproduire les investissements et la performance d'un certain marché ou indice sur une longue période. Par exemple, si un fonds indiciel est conçu pour suivre le marché américain, si un certain secteur de l'économie américaine croît de 2%, alors le montant investi dans ce secteur spécifique est augmenté de 2%. Les fonds indiciels ne génèrent pas de bénéfices sur chaque investissement,
Mais l'idée est de répartir autant d'œufs que possible dans autant de paniers que possible afin de diversifier les actifs et de réduire les risques, dans l'espoir d'obtenir des profits lents mais réguliers de 2 à 5% par an. Simple mais modeste, cette méthode garantit des rendements bien plus importants sur le long terme que tout trading crypto-bêta ne pourrait en rêver à court terme. Assurez-vous d'avoir un cardiologue dans la pièce, parce que vous allez probablement tomber raide mort. Ils ne seront pas surpris de voir combien d'argent ils ont. Mais revenons à comment Jean en est arrivé là. En tirant parti de ses liens étroits et de ses nombreuses années de service au sein du groupe Wellington, Bogle utilise les conseils et le soutien des membres de Wellington pour lancer son propre fonds, le groupe Vanguard. Comme son mentor Walter Morgan, Bogle a un don pour repérer et développer les talents. Il convainc son collègue du fonds Wellington, John Neff, de le suivre chez Vanguard tout en maintenant ses liens avec Wellington. Neff est déjà responsable du fonds Windsor de Wellington, mais avec le soutien de Bogle, Neff transfère le fonds sous la juridiction de Vanguard, devenant ainsi le premier apôtre du messie des fonds indiciels. En 1976, Bogle est prêt et crée le premier fonds d'investissement indiciel. À cette époque, le seul véritable indice de référence existant est l'indice standard, et pour 5 cents. Donc, même si Bogle n'a pas été le premier à essayer de faire cela, il a certainement été le premier à essayer de commercialiser les fonds indiciels auprès des investisseurs ordinaires, comme moyen d'accroître leur richesse sur le long terme. C'était essentiellement un secteur inconnu. L'industrie des fonds communs de placement représentait 2,5 milliards à cette époque. Et maintenant, ici chez Vanguard, juste pour donner un ordre de grandeur, nous enregistrons une augmentation d'actifs d'environ 5 à 10 milliards par mois et nous sommes à 2,5 000 milliards. Je ne sais pas si c'est vraiment positif, mais c'est impressionnant qu'une entreprise soit 1000 fois plus grande que tout le secteur que j'ai connu. Pour financer son fonds, Bogle contracte d'importants prêts bancaires, ce qu'il parvient à faire en présentant aux banques une introduction en bourse prévue de 150 millions de dollars américains. Mais lorsqu'il lance son premier indice S&P 500, le montant total des fonds levés est une grande déception. Seulement 11 millions de dollars sont levés, bien en dessous de ses attentes. En raison de cette faible réception, les banques bêta demandent à Bogle d'annuler le fonds, mais Bogle n'est pas prêt à abandonner. Il refuse d'annuler l'entreprise. Au lieu de cela, il poursuit avec seulement 2 employés en plus de lui-même, car il joue sur le long terme. Comme le disait Sigma Chad, l'ancien général Sun Tzu, au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités. Et en étant capable de traverser la tempête initiale d'une introduction en bourse décevante, Bogle réussit. Au début, lors de sa première année, le fonds atteint seulement 17 millions de dollars. Mais grâce à ses liens chez Wellington, Bogle apprend les mauvais résultats de l'un des fonds Wellington que Vanguard gère, qui doit maintenant être fusionné avec un autre fonds. Et comme tout investisseur raisonnable, il laisse ses concurrents souffrir. Non, bien sûr que non. C'est John Bogle, pas Jeff Bezos. Saisissant l'opportunité, Bogle convainc Wellington de fusionner leurs fonds avec son fonds indiciel. C'est sa grande opportunité et les actifs désormais gérés par Vanguard dépassent soudainement les 100 millions de dollars. Et pourtant, Bogle attend. D'autres utiliseraient ce nouvel afflux massif de liquidités pour se lancer dans des projets fous avec des rendements potentiellement gigantesques, comme tout vrai dégénéré de Wall Street Bets. Au lieu de cela, Bogle maintient passivement le fonds sur la bonne voie, offrant à ses investisseurs des rendements stables de 3 à 7% par an. Et sa patience finit par payer. Après 5 ans de croissance lente et régulière dans un marché de plus en plus haussier en 1982, d'autres sociétés de Wall Street commencent à adopter et à copier le modèle d'indexation lancé par Vanguard. Cependant, ces imitateurs ne connaissent pas le même succès que Bogle, car ils privilégient des marges bénéficiaires rapides en facturant des frais de gestion plus élevés, ce qui va à l'encontre du principe même d'investir dans des fonds indiciels. Ce type d'investissement n'est pas à la portée de n'importe quel singe, et il faut de véritables compétences pour investir de manière passive. Les gens, surtout les investisseurs, apprécient un suivi strict, donc on applique toutes ces méthodes quantitatives.
Il faut clairement des compétences quantitatives et mathématiques, surtout lorsqu'il y a des ajouts ou des retraits dans l'indice. Le talent de John Neff en matière d'investissement est également un facteur important du succès de Vanguard à cette étape. Neff privilégie une méthode basée sur un faible ratio cours-bénéfice ou PER, ce qui encourage les investisseurs à revenus modestes et moyens à rejoindre la plateforme d'investissement indicielle. Neff considère également l'analyse de titres à faible technicité comme l'une des meilleures façons d'investir, ce qui implique d'examiner la direction d'une entreprise et d'analyser ses dossiers afin de déterminer la meilleure façon d'investir ses actifs. Et c'est ici que nous rencontrons la philosophie fondamentale de John Bogle, qui le distingue du reste du monde de la finance. La plupart des gens du secteur financier se voient assembly comme les meilleurs dans leur domaine, que ce soit en prise de risque, en analyse ou en trading. Bogle est différent parce qu'il n'a jamais laissé le désir de plus de profit interférer avec son code d'honneur personnel et le respect envers ses clients, prêchant la bonne parole des fonds indiciels à tous ceux qui voulaient l'écouter. Je ne suis pas un héros, juste un gars ordinaire qui a fait de son mieux pour les investisseurs en se souciant d'eux et en voulant qu'ils obtiennent leur juste part. Et si c'est ça l'héroïsme, eh bien alors qu'il en soit ainsi. Cela se manifeste dans son caractère humble, qui est différent de celui de toute autre personne dans l'ensemble du secteur. Et pourtant, même en étant extraordinairement humble, Bogle parvient à gagner plus que la plupart des gens de Wall Street. Un véritable roi de la gentillesse. Ce n'est pas entièrement par pure bienveillance, même si Bogle en a beaucoup. Mais Bogle pense aussi qu'en permettant aux investisseurs de récupérer leur juste part du capital investi, plutôt que de voir la majorité de celui-ci aspirée par les frais de gestion, cela encourage la croissance économique, l'investissement et offre une alternative plus riche pour tout le monde. Comme je le dis, je l'ai souvent répété, le problème avec les fonds indiciels, c'est que tout cet argent foutu va aux investisseurs. Et le secteur des fonds communs de placement est un secteur où les gens entrent dans ce secteur pour gagner de l'argent pour eux-mêmes dans leur société de gestion. Ils veulent certes faire gagner de l'argent à leurs investisseurs, mais plus la société de gestion prend, moins l'investisseur gagne. Avant d'aborder les 8 règles de Bogle pour les investisseurs et la façon dont vous pourriez reproduire une petite partie de son succès, parlons de l'ascension de Vanguard. Comme prévu, les progrès de l'année suivante s'enchaînent comme une traînée de poudre. En 1986, Vanguard lance son deuxième fonds commun de placement, le Total Bond Fund, le premier fonds indiciel obligataire jamais proposé aux investisseurs particuliers. En 1987, Vanguard lance son troisième fonds, le Vanguard Extended Market Index Fund, un fonds indiciel couvrant l'ensemble du marché boursier, à l'exception du S&P 500. En 1988, Vanguard Target Retirement Fund. En 1989, Vanguard Pacific et Vanguard Europe. Vous le nommez Vanguard y investit. Tout comme leur nom l'indique, ils sont désormais le fleuron de l'industrie de l'investissement à long terme. Dans les années 1990, Vanguard est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Tout comme aujourd'hui, l'héritage de Bogle en tant que patriarche est assuré. Je m'attendais à ce que ça décolle beaucoup plus vite que ça ne l'a fait. Il a fallu 20 ans jusqu'au milieu des années 90 pour que cela commence à vraiment prendre de l'ampleur, puis ça s'est accéléré. Et la croissance de 1995 à 2016 a été stupéfiante et elle s'est maintenue. En 1995, John Neff prend sa retraite après avoir dirigé le Windsor Fund pendant plus de 31 ans. Bogle prend sa retraite en tant que président de Vanguard en 1999, mais il n'en a pas encore tout à fait fini. En 2022, les actifs sous gestion de Vanguard s'élèvent à plus de 8,1 billion de dollars américains avec plus de 18 000 employés, bien loin des 3 personnes avec lesquelles Bogle avait commencé. L'entreprise génère 6,9 milliards de dollars par an. La partie la plus impressionnante de cette réussite, c'est que Vanguard facture certains des frais de gestion les plus bas au monde. Vanguard prélève 0,3% de vos actifs en frais, ainsi qu'une commission annuelle de seulement 20 $, une politique instaurée par Bogle. À titre de comparaison, le plus grand gestionnaire d'actifs du secteur, BlackRock, facture une prime de 2,5%.
Comparé à Vanguard, il vous pompe littéralement votre argent jusqu'à la moelle. Mais quand vous gagnez des milliers de milliards, cette fraction de pourcentage représente tout de même un joli bénéfice pour Vanguard, tandis que les investisseurs sont rémunérés avec les dividendes. Une véritable situation gagnant-gagnant. L'histoire de John Bogle prouve qu'on n'a pas besoin d'être immoral pour devenir riche comme un giga-tchad. Mais là où il y a un modèle économique rentable, il y a aussi de la concurrence. Le plus grand concurrent de Vanguard de John Bogle est le tristement célèbre groupe BlackRock. BlackRock est la plus grande société de gestion d'actifs au monde, avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs gérés pour ses clients. BlackRock réalise un chiffre d'affaires étonnamment plus élevé de 19 milliards de dollars par an. Cependant, l'entreprise est également impliquée dans de nombreuses controverses. Son impact important sur l'aggravation du changement climatique, ses liens étroits et non transparents avec la Réserve fédérale américaine pendant la pandémie de Covid, son comportement anticoncurrentiel envers d'autres entreprises similaires, ainsi que ses importants investissements en Chine sont autant de raisons faciles de critiquer l'entreprise. Il est vrai que BlackRock est globalement une entreprise beaucoup plus grande que Vanguard, et qu'elle a des liens dans toutes sortes d'industries et d'investissements, pas seulement dans les fonds indiciels. Son objectif est d'acquérir du capital et de se développer. Vanguard parvient à faire cela tout en maintenant la meilleure relation possible entre elle-même, ses investisseurs et l'environnement. Et ainsi, cette section se termine par une belle conclusion. S'il y a quelque chose à retenir pour les jeunes ambitieux qui regardent, c'est qu'on peut être riche sans être un connard. Vous êtes le parrain des fonds indiciels destinés à l'investisseur moyen. Bogle s'implique activement dans la gestion de Vanguard jusqu'à sa retraite, à l'âge de 70 ans, en 1999, l'âge de la retraite dans l'entreprise. Il devient membre du conseil d'administration de l'Académie Blair, la prestigieuse école qui lui a permis d'aller à Princeton et de lancer sa carrière dans l'investissement. Tout en gagnant des millions chez Vanguard, Bogle fait régulièrement don de la moitié de son salaire à des œuvres de charité, notamment à Princeton et à l'Académie Blair. Comme tout dos argenté respectable, John Bogle a aussi une philosophie personnelle et pratique de l'investissement. Ses 8 règles pour les investisseurs sont: premièrement, choisissez des fonds à faible coût. Deuxièmement, considérez attentivement les coûts supplémentaires des conseils. Troisièmement, ne surestimez pas les performances passées des fonds. Quatrièmement, utilisez cependant les performances passées pour déterminer la régularité et le risque. Cinquièmement, méfiez-vous des vedettes, comme les gestionnaires vedettes de fonds communs de placement. Sixièmement, méfiez-vous de la taille des actifs. Septièmement, ne possédez pas trop de fonds. Enfin, achetez votre portefeuille de fonds et conservez-le. Bogle pense qu'il existe une distinction extrêmement importante entre les vrais investisseurs et ce qu'il appelle les spéculateurs. Comme le dit Bogle, les vrais investisseurs cherchent à obtenir des rendements sur le long terme avec un faible risque de détruire leur capital. Les spéculateurs, en revanche, sont davantage préoccupés par le gain à court terme, avec un risque élevé de détruire leur capital. Une façon simple de voir les choses est ce que Bogle appelle le bagel et le donut. Le bagel et le donut est une conférence que j'ai donnée il y a des années et j'ai fait un contraste, comme dans le monde de l'investissement. Le bagel est nourrissant et bon pour vous, consistant, tandis que le donut a une certaine douceur et il s'effrite et se casse un peu quand vous le mangez. Donc l'investissement à long terme, le fait de s'en tenir à la stratégie que je viens de décrire, c'est le bagel, et la spéculation à court terme, c'est le donut. C'est juste une façon de visualiser ce que vous voulez, ce qui est le mieux pour vous sur le long terme. Parfois, les gens peuvent se dire qu'ils vont juste prendre quelques donuts, mais ça ne va pas vous faire du bien. Avec tout le respect que j'ai pour les fabricants de donuts, peu importe. Alors, mes frères, qu'est-ce qui fait des fonds indiciels une si bonne option d'investissement? La technologie ou la méthode n'est pas révolutionnaire, mais les fonds indiciels permettent une croissance régulière des actifs sur le long terme, qui sont généralement peu affectés par les événements à court terme, qui auraient autrement un effet catastrophique sur les investisseurs à court terme, spéculatifs entre guillemets.
Depuis l'époque où Bogle a commencé jusqu'à aujourd'hui, les fonds indiciels sont devenus une composante essentielle de l'investissement dans les fonds communs de placement et de l'investissement en général. 70% des flux de trésorerie, parfois même 100%, vont dans les fonds indiciels, qui n'existaient même pas quand je suis arrivé et quand j'ai créé Vanguard il y a toutes ces années. John Bogle se considérait comme un homme ordinaire, mais les réalisations de sa vie sont extraordinaires. Malgré ses erreurs dans la gestion du fonds Wellington, il parvient à maintenir une relation amicale avec le groupe, ce qui l'aide à établir sa propre marque en tant que fondateur de Vanguard. Alors que les spéculateurs autour de lui faisaient des déclarations audacieuses et des investissements précipités des années 70 jusqu'aux années 2000, John attendait patiemment, construisant la confiance et la richesse grâce à des investissements réguliers. En 2004, John est nommé membre du Time 100, rejoignant ainsi les rangs du Dalai Lama et de Tiger Woods. En 2019, John Bogle décède. Sa valeur nette, à peine 80 millions de dollars. L'auteur de The Big Short, Michael Lewis, commente: dans l'histoire de Wall Street, le rapport entre l'argent manipulé et l'argent empoché n'a jamais été aussi élevé. Et c'est là que ça devient intéressant. Que pouvons-nous apprendre de John ? De la vie d'une légende aussi sous-estimée, le messie humble des rendements stables, il y a de nombreuses leçons précieuses que nous pouvons tous apprendre en tant qu'aspirants babybacks. La première est d'apprendre de ses erreurs et de se tenir responsable. Lorsque Bogle a été licencié de Wellington en 1974, il a compris qu'en fin de compte, c'était à cause d'erreurs dont il était responsable et il s'est adapté pour mieux réussir à l'avenir. S'en tenir à la simplicité est une autre leçon importante. Bien trop souvent, les gens dans les secteurs de la finance et de l'investissement se lancent dans des idées et des placements farfelus. Mais Bogle a réussi à rendre beaucoup plus de gens riches, y compris lui-même, en fermant les oreilles au tumulte de l'industrie et en restant fidèle à la croissance simple mais régulière de ses fonds indiciels. Cependant, entretenir des relations solides est peut-être la meilleure leçon à retenir de John Bogle. Même après avoir été licencié de Wellington, Bogle a veillé à entretenir de bonnes relations avec l'entreprise, ce qui lui a permis de profiter des talents de Wellington comme John Neff, qui allait ensuite bien le servir chez Vanguard. Bogle s'est également lié d'amitié avec de nombreux investisseurs célèbres comme Warren Buffett et Charlie Munger tout au long de sa carrière d'investisseur. Et il a bénéficié de leur sagesse et de leurs échanges. Ainsi, la leçon ultime de Jésus de la finance, Bogle, pourrait bien être la suivante. La meilleure façon de vaincre un ennemi est de devenir son ami.